Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir et bienvenue sur Public Sénat pour le 18h. Au rythme ce soir encore de l'affrontement pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Un jeu bousculé par Bertrand Delanoë qui appelle finalement à voter pour Martine Aubry. L'identité même du parti est en question pour le maire de Paris. La partie s'annonce donc rude pour Ségolène Royal. L'UMP a beau jeu ce lundi encore d'ironiser sur le week-end d'ombre à Reims et de lumière à Washington, où il fut plus facile de faire la synthèse entre les chefs d'État et de gouvernement du groupe des 20. José Luis Zapatero salue ce soir l'arrestation déterminante du chef militaire de l'ETA dans le sud-ouest de la France. Un sommet franco-espagnol sur le terrorisme va se tenir prochainement. Le député UMP de Moselle, Jean-Marie Demange, tue sa compagne qui était sur le point de le quitter et se suicide. On le disait également très perturbé par sa perte de la mairie de Thionville. Nos invités, Sonia, ce soir, Reims, suite donc sur le plateau du 18h. Beaucoup d'invités ce soir, Michel, puisque sur notre plateau, chaque candidat au poste de premier secrétaire sera représenté par un de ses soutiens. On reçoit donc Delphine Batho, Marie-Pierre de la Gontrie, Liem Wang Nok et Rémi Ferraud. Seront également avec nous Stéphane Rosès, directeur de l'Institut de sondage CSA, et Dominique Paillet, porte-parole de l'UMP. Le congrès de Reims achevé, la campagne au Parti Socialiste d'ores et déjà relancée. Oui, il avait affirmé qu'il ne donnerait pas de consigne pour le vote interne des militants de jeudi. Et au lendemain de l'échec du congrès de Reims, Bertrand Delanoë a finalement appelé à voter pour Martine Aubry. Les troupes du maire de Paris vont-elles suivre ces consignes de vote? Pierre Bonne-Joseph. Et nous avons un problème. À la mairie de Paris, le ralliement de Bertrand Delanoë à Martine Aubry sonne comme un soulagement. Seba Dagoma, embarrassé jusqu'ici par la neutralité du maire de Paris, affiche désormais, comme d'autres élus parisiens, son soutien officiel à la maire de Lille. Dans sa conception du parti, elle ce qu'elle souhaite, clairement, c'est ce que j'ai compris, c'est rassembler l'ensemble des militants. Elle n'est pas dans l'opposition entre au fond les militants contre les élus du parti. Sur le terrain, dans les sections parisiennes, la lettre a semé le trouble. Réunis hier soir, quelques heures seulement après la fin du congrès de Reims, les militants de la motion A sont loin d'être tous séduits par la maire de Lille. Je n'ai pas du tout aimé son discours hier. Je l'ai trouvé archi classique. Je l'ai trouvé très convenu. Je l'ai trouvé décalé. C'est un discours qu'elle aurait pu prononcer il y a 20 ans dans un congrès socialiste. Après cet appel, c'est tout le courant de Bertrand Delanoë qui risque de se déchirer. Dans la section du 5e arrondissement à Paris comme au niveau national, les fidèles de DSK et de François Hollande pourraient bien rejoindre une Ségolène Royal dont les positions européennes et la stratégie d'alliance avec le centre sont plus conformes à leurs idées. Comme chez Aubry, il y a le soutien de Fabius qui a donc été le principal porte-parole du non au Parti Socialiste. Pour beaucoup de personnes qui ont soutenu Bertrand Delanoë, voter Aubry, c'est aussi soutenir Fabius, c'est aussi soutenir ce qu'est Fabius. Bertrand Delanoë, Martine Aubry, il ne manque plus que le soutien de Benoît Hamon pour que le tout sauf Ségolène ne soit réactivé. Une Ségolène Royal qui compte plus que jamais sur les militants et sa popularité pour remporter une bataille qui s'annonce chaque jour un peu plus serrée. Voilà, cette bataille, nous en parlons donc avec les soutiens de chacun des candidats au poste de premier secrétaire dans un instant. En tous les cas, à Reims, Sonia, il y avait au moins un point d'accord ce week-end. Oui, c'est que le Parti Socialiste descend dans la rue pour accompagner le mouvement social de cette semaine. En ligne de mire, notamment la retraite d'office à 70 ans. L'amendement ajouté par les députés UMP a beaucoup fait couler d'encre. Le revoilà au Sénat ce soir, sans doute avec les mêmes débats. Nicolas Béard. Pour gagner plus, il faudra peut-être travailler plus longtemps. Jusqu'à 70 ans, par exemple, comme le propose le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Fini la retraite d'office à 65 ans, les salariés du privé pourraient librement poursuivre leur activité au-delà sur la base du volontariat. Le volontariat, ce sera quelque chose qui va renvoyer à la diversité des situations de vie. C'est pas uniquement une question un peu abstraite de j'ai envie de travailler ou j'ai pas envie de travailler. C'est quelle est la situation économique dans laquelle je suis. On ne reviendra pas à l'idée d'un âge couperet auquel tout le monde partira à la retraite en même temps. Un pas de plus vers la retraite à la carte est la solution pour ceux qui n'auraient pas assez cotisé pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Pour ceux qui en bénéficient déjà, le projet de loi reste incitatif.
C'est le principe même de la surcote, puisque c'est 5% gagnés par année au-delà des 65 ans. Et donc on voit bien, comme je vous le disais, pour 4 ou 5 ans, c'est quand même 20 à 25% de plus de retraite. Et je n'y vois pas une mesure défavorable aux salariés. Du côté des syndicats, on dénonce une précarisation des seniors et plutôt que de volontariat, on préfère parler de choix contraints. Dire aux salariés qui auront eu des carrières incomplètes ou des petits salaires, la seule perspective de survivre au moment de votre retraite, c'est de poursuivre ce travail peut-être compliqué, peut-être pénible. Au-delà de 65-70 ans, il y a quelque chose d'inhumain dans cette demande aux salariés. Les employeurs pourraient également s'en plaindre. Avec une retraite d'office plus tardive, ils devront conserver leurs seniors dans l'entreprise. La France est en retard sur ses voisins européens en la matière. 38% de taux d'emploi des 55-64 ans. Bruxelles a fixé l'objectif à 50% pour 2010. Et à noter concernant la semaine sociale, la grève à la SNCF reportée à vendredi soir. Les négociations portent essentiellement sur la réforme du temps de travail dans le fret. Au sommet du G20 à Washington, on a donc beaucoup parlé de régulation, mais également de relance. Oui, la relance par tous les moyens. Le G20 est tombé d'accord sur la nécessité d'une relance concertée et rapide de l'économie mondiale, ce qui signifie soutenir la consommation et l'investissement, mais aussi le creusement des déficits et l'augmentation de la dette. Flora Sauvage. Laisser filer le déficit pourvu que l'on parvienne à résoudre la crise économique, c'est l'idée que le président élu américain a exposée hier à la chaîne de télévision CBS. On a besoin de la dette publique parce que c'est le seul actif sûr auquel tout le monde a confiance et donc il va falloir que l'État intervienne pour sauver les banques et ça naturellement ça va avoir un coût en termes de dette et de déficit public. Avec le plan de sauvetage des banques, la dette publique des États-Unis va s'élever à 70% du PIB. La France ne sera pas en reste. On va atteindre un niveau de dette publique pour la France de l'ordre de 70% du PIB, ce qui peut sembler très élevé, mais de l'autre côté, il faut voir que nous détiendrons une partie des banques. Un maigre lot de consolation qui en inquiète certains. Ne nous faisons pas d'illusions. Les déficits, la dette, il faudra les payer. Sauf à se mettre en banqueroute ou à faire la révolution, comme la Russie en 1917. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement l'intention ni du président Obama, ni du président Sarkozy. En France, le déficit de l'État s'élève à 52 milliards. Et parmi les secteurs touchés de plein fouet, il y a l'automobile qui souffre. Oui, pour Renault, la crise, c'est 25% de voitures produites en moins. En Allemagne, Opel, la filiale du constructeur américain en détresse General Motors, aurait besoin d'1 milliard d'euros. Face à cette déprime généralisée, les mesures de soutien sont très attendues dans le secteur. Anne-Louise de Rohan. Une véritable aubaine pour les consommateurs, des prix cassés dans tous les sens. Renault, Fiat, Opel, toutes les marques ou presses font tout pour alpaguer la clientèle. Entre petites annonces alléchantes et promotions dans les concessions, le client est roi. Ils sont prêts à vendre à marge zéro, c'est-à-dire à prix coûtant en quelque sorte. Le client n'a qu'à venir, il s'assoit, il dit vous me faites tant, et s'il se monte relativement raisonnable, c'est-à-dire dans un ordre de moins 20%, et il a toutes les chances d'avoir la voiture qu'il souhaite. Une situation qui ne satisfait pas vraiment les constructeurs européens qui espèrent un plan d'aide de 40 milliards d'euros. Une aide similaire a déjà été accordée aux fabricants américains. Les deux géants automobiles General Motors et Ford ayant accumulé une perte de 30 milliards de dollars. Ces aides doivent officiellement favoriser le développement de véhicules écologiques, mais officieusement éviter la faillite à court terme. Le crédit étant aujourd'hui complètement fermé, c'est vrai que les constructeurs demandent aujourd'hui, alors un petit peu sous prétexte de raisons écologiques, demandent en fait des financements puisqu'ils ont aujourd'hui, face à la baisse de volume, besoin de financement pour les 6 prochains mois. Et surtout pour le constructeur Opel, au bord de la faillite en Allemagne, le gouvernement a prévu des réunions de crise pour éviter le licenciement de milliers de salariés. Jean-Louis Borloo et les énergies renouvelables, il a mis la part belle aujourd'hui au solaire. Oui, le ministre de l'écologie a dévoilé ce matin un plan énergie verte. Il favorise l'énergie solaire et la géothermie et préconise par exemple que chaque région soit dotée d'une centrale solaire. On va tout de suite voir le sujet de Camille Jean Marchal. L'éolien a longtemps eu le vent en poupe. Il est pourtant aujourd'hui très critiqué, une taille imposante accusée de gâcher le paysage, un bruit assourdissant pour ses riverains. Les éoliennes ont dû s'adapter et se faire toutes petites. 10 mètres de haut pour 3 mètres de diamètre, un petit format adapté à la consommation d'une petite maison individuelle. Une éolienne comme celle-ci peut produire 10 000 kWh à l'année. Ça correspond à une maison classique avec un équipement ménager
standards, c'est-à-dire l'éclairage, cuisine, buanderie, ordinateur, mais pas le chauffage électrique. Comptez au minimum 10 000 € pour un tel engin, réduisant de 80% votre consommation d'énergie conventionnelle. Les éoliennes ont un bel avenir, en grand et petit format. Ces 10 dernières années, ce sont elles qui ont connu le plus fort engouement parmi les énergies renouvelables. Mais le gouvernement va désormais principalement mettre l'accent sur le solaire. En France, notre révolution des énergies renouvelables, ça y est, c'est fait, c'est parti, c'est lancé. Multiplié par 6 la biomasse, 12 la géothermie, 400 le photovoltaïque. Il faut dire que la France a pris du retard dans cette production d'énergie propre et que les panneaux photovoltaïques produisent désormais plus sur une surface moindre. Cette énergie a en outre l'avantage de ne pas être accusée de gâcher le paysage. L'annulation du mariage pour non-virginité de l'épouse, finalement rejetée par la justice. Oui, c'est l'issue dans l'affaire du mariage annulé parce que la mariée avait menti sur sa virginité. La cour d'appel de Douai a cassé aujourd'hui le jugement prononcé en première instance, remariant de fait les époux. Et ce soir, Martine Aubry de se féliciter de cet arrêt respectueux, dit-elle, des valeurs de la République. La suite du 18h, Sonia avec nos invités. Maintenant, donc, toutes les tendances en compétition au Parti Socialiste sur le plateau avec Delphine Batho, avec Marie-Pierre de la Gontrie, avec Liam Hannock, avec Rémi Ferraud. Et puis, Dominique Paillet, porte-parole de l'UMP et conseiller de Nicolas Sarkozy, sera là également dans quelques minutes. Ainsi que Stéphane Rosès, directeur de l'Institut de sondage CSA. Des militants désemparés, des Français déroutés, puis une presse unanime pour parler du massacre de Reims. On va vous poser la question à tous, on va faire un tour de table. Quel écho avez-vous perçu au lendemain du congrès de Reims? On va commencer par vous, Marie-Pierre de la Gontrie, qui soutenait Martine Aubry. Oui. Moi, je ne serais pas du tout aussi sévère. J'ai vécu beaucoup de congrès. Je crois qu'il s'est vraiment passé des choses. On a vraiment travaillé. Alors après, il y a toujours le gros plan parce que les images sont toujours un peu réductrices. Mais je serais donc beaucoup moins sévère que l'image que, effectivement, les militants ou les Français en ont perçu. Delphine Batho, vous qui soutenez Ségolène Royal. Moi, je crois qu'il y a ce matin une grande souffrance des militants socialistes qui sont furieux du spectacle désolant qui a été donné pendant 3 jours, dans un moment où il y a une crise financière et on ressent le besoin de gauche, dans un moment où Nicolas Sarkozy impose un certain nombre de régressions sociales. Et il faut rappeler ce qui s'est passé, parce que je crois que ce congrès montre que le Parti socialiste doit profondément changer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu déjà un vote des militants sur les idées, qui a placé notre motion, la motion de Ségolène Royal et d'une nouvelle génération en tête, et que c'est autour de cette motion qu'aurait dû se faire ce week-end un rassemblement qui a été refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération qui est celle des dirigeants des années 70, 80, des anciens ministres, qui bloquent le changement au Parti socialiste. Alors, Rémi cette Ferraud, génération, à vos côtés, il y a Rémi quelqu'un Ferraud. qui n'est pas très éloigné de votre âge. Oui, maire, et on rappelle que vous êtes maire du 10e arrondissement de Paris. Oui. Alors, quelle est votre perception le lendemain de... Il y a de la déception des militants. En même temps, cette déception, le résultat finalement était assez attendu. Il y avait certes une motion en tête, mais elle n'a pas su trouver et vraiment tendre la main pour un rassemblement. Par ailleurs, Bertrand Delanoë lui-même n'est pas candidat. Il a tiré aussi les conclusions du vote des militants le 6 novembre. Il y a un autre vote jeudi. Donc le Congrès n'a rien tranché, ce sont les militants qui ont voté avant et c'est les militants qui vont voter après, en sachant que quel que soit le responsable, le premier secrétaire ou la première secrétaire du PS, il y a des instances qui ont été déterminées à la proportionnelle et dans lesquelles tout le monde compte et il faudra trouver une majorité. Alors, on va vous interroger sur Bertrand Delanoë que vous citez de vous-même, vous l'avez soutenu jusqu'à présent, mais déjà vos propos ont suscité des réactions. Delphine Batho, vous n'étiez pas d'accord? Non, parce que nous, on a tout fait pour rassembler les socialistes. Vous savez, tous ceux qui sont là ont voté la même déclaration de principe. Donc il n'y a pas de différence majeure sur les idées. Par contre, il y a une différence, c'est la volonté de changer le Parti socialiste que nous portons, nous, avec Ségolène Royal. Et d'un certain point de vue, ce à quoi on a assisté ce week-end, c'est qu'un certain nombre de dirigeants ont empêché
ce rassemblement et ont pris quand même la responsabilité de choses qui sont pour moi très graves. Est-ce que c'est acceptable que dans une réunion entre socialistes, il y ait des sifflets, il y ait des insultes? Moi, franchement, c'est pas l'image que je veux pour la gauche. Donc je pense qu'il faut quand même prendre de la mesure de la gravité de ce qui s'est passé ce week-end et de la nécessité de changer. Alors, vous n'avez pas vécu tout à fait les mêmes choses, manifestement, Marie-Pierre de la Gontrie. Il faut être assez honnête pour savoir ce qui s'est passé et voir ça dans une séquence assez normale du travail des socialistes lorsqu'ils élaborent et leur ligne politique et leur direction. Ce week-end, on a bien vu, c'est opposé, il n'y a aucun mal à cela, Delphine, c'est opposé deux lignes, deux conceptions du parti et deux lignes politiques. Il y a, nous le savons bien, nous l'avons vécu, y compris lors des travaux, qu'ils soient nocturnes ou pas nocturnes, il y a une convergence de plusieurs des dirigeants qui font qu'effectivement Ségolène Royal s'est retrouvée isolée avec 30%. On n'a simplement pas réussi à se mettre d'accord sur le leader. On va voter jeudi et tout cela sera... Alors, on parle de ce vote de jeudi, parce que l'annonce du jour, c'est donc le ralliement de Bertrand Delanoë à la candidate que vous soutenez. Par ralliement. Alors, elle l'appelle en tous les cas à voter pour Martine Aubry. Pas de consigne de vote hier. Aujourd'hui, un appel à voter. Qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Pas de consigne de vote de la motion A. À mon avis, une volonté de Bertrand Delanoë de tout faire pour porter un vote qui soit le plus proche de ses convictions. S'il n'avait pas d'ailleurs lui-même, mais je parle pour moi, même s'il n'avait pas dit ça, j'aurais moi-même appelé à voter pour Martine Aubry. Au moment, lors du congrès de Reims, pourquoi avoir attendu? La transparence, aujourd'hui, il y a cette lettre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Des fois, il faut laisser quelques plaies se refermer, et puis une nuit peut porter conseil. Si elles se referment en une nuit, finalement, elles ne sont pas si profondes. Non, avec Martine Aubry, elles ne sont en effet pas si profondes. Et quand il y a 3 candidats, je crois qu'il faut voter pour le candidat ou la candidate, en l'occurrence Martine Aubry, qui est la plus proche de ses idées, de ses convictions et de sa vision de ce que doit être le Parti socialiste, parce que nous avons des désaccords sur la nature du changement que doit connaître le Parti socialiste. Alors, quelle est donc la nature de ces différences, d'une part, et quelle est donc l'identité même du parti qui serait en jeu, selon les propres mots de Bertrand Delanoë? Écoutez, pour moi, il y a 2 points qui ont fait clivage véritablement. D'une part, celle des alliances, et des alliances avec le MoDem, et ça peut paraître marginal, mais ça n'est pas du tout marginal, parce que derrière, tout ce qu'est le Parti socialiste, et même la gauche, en découle. Et puis, la question du mode d'adhésion et des cotisations, là aussi, qu'on paye une cotisation progressive en fonction de son revenu, et non pas de faire payer cher des gens modestes, c'est pas du tout ça. C'est un engagement qui n'a plus rien à voir avec le fait d'être un parti de masse, mais un parti de masse qui n'est pas un parti de militants. Et nous sommes en vrai désaccord là-dessus. Delphine, on a l'impression que tous les ténors du parti ont peur de la remise en cause de l'identité du parti par Ségolène Royal. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une sorte de coalition du statu quo, une stratégie d'empêchement. Moi, je crois pas qu'en... C'est le tout sauf Ségolène. C'est le tout sauf Ségolène, puisque c'est pas la ligne politique qui est en cause, puisque nous défendons nous aussi un parti socialiste ancré à gauche, nous défendons nous aussi le rassemblement de la gauche. Nous avons rassemblé dans notre motion des gens aussi différents que Julien Drey, Manuel Valls, Vincent Peillon, Aurélie Filippetti. Donc il y a déjà une synthèse qui s'est opérée du point de vue de la ligne politique. Maintenant, oui, nous défendons l'idée que le Parti socialiste doit être un parti populaire, c'est-à-dire que au premier tour de l'élection présidentielle, on avait déjà réussi avec Ségolène Royal à ce qu'une majorité d'ouvriers et d'employés, contrairement au 21 avril 2002, votent pour la candidate de la gauche. Mais il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres du Parti socialiste, que nous voulons accueillir au Parti socialiste aussi la nouvelle génération de la France métissée, et qui a effectivement, je le redis, un certain nombre de dirigeants. Et moi, je comprends pas. Je veux dire, quand il y a des délégués dans un congrès, les délégués de la motion 1 en l'occurrence, qui démocratiquement prennent une position, que des dirigeants considèrent comme ça qu'on peut s'affranchir de la démocratie, c'est stupéfiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup de fil de Lionel Jospin. Enfin, on s'interroge. Est-ce que vous avez la réponse, monsieur le maire du 10e arrondissement? Je suis à peu près certain qu'il n'y a pas eu de coup de fil de Lionel Jospin, mais enfin, je n'étais pas tout le temps à côté de Bertrand Delanoë. La motion A, elle a donné la liberté de vote. La liberté de vote, elle vaut aussi pour Bertrand Delanoë. Et le fait de ne pas voter pour Ségolène Royal comme première secrétaire est un droit. Et puis si elle est élue, elle aura toute la légitimité des militantes aussi. Marie-Pierre de la Gontrie, avec Bertrand Delanoë, la donne va changer. Est-ce que pour votre la situation est plus favorable pour Martine Aubry? C'est une bonne surprise.
Écoutez, c'est toujours une bonne surprise quand on voit qu'on rassemble largement et que, effectivement, ce que nous savions ce week-end d'un rassemblement autour d'une conception du parti et aussi autour d'une ligne politique. Et Delphine, tu le sais, nous avons des désaccords. Nous avons des désaccords, par exemple, sur la relance salariale. Non, nous avons à Je suis faire intervenue à des là-dessus sujets. pendant le congrès. Delphine, excuse-moi. Nous savons aussi, et c'est comme cela, vous avez fait 29%. C'est un score sympathique, mais qui est extrêmement marginal dans l'ensemble du parti. Vous êtes d'accord sur le mot sympathique? Donc, Non, c'est la motion qui arrive en tête. il faut assumer. Non, mais il faut simplement assumer le fait que 29%, ça veut dire 71% qui n'ont pas rejoint ni votre ligne politique, ni votre candidate. Ça ne la discrédite pas pour son travail politique, ça ne la légitime pas pour être chef du parti. Alors, au-delà, bien sûr que nous sommes contents. En plus, moi, je suis élu de Paris. Je suis très contente de partager ce que je sais, une ligne politique commune et une conception du parti avec Bertrand Delanoë. Alors après, je crois que Rémi Féraud a raison de dire c'est une prise de position personnelle. Vous savez, aujourd'hui, les militants, ils se déterminent, et c'est vrai, je veux dire, c'est pas de la langue de bois, ils se déterminent vraiment très librement. Il y a quelques fédérations, et Delphine, tu sais, le vieux parti, le nouveau parti, attention, dire que c'est le renouvellement quand on est soutenu de manière massive, de manière incroyablement massive, par la Fédération des Bouches-du-Rhône et par Jean-Noël Guérini, on ne donne pas de leçon de renouvellement du parti. Donc, je pense que voilà, oui, nous sommes très contents que Bertrand Delanoë soutienne Martine Aubry, nous sommes très contents de constater qu'à Paris, beaucoup de camarades de la motion A et beaucoup de camarades strauss-kahniens, notamment, je suis strauss-kahnienne, je m'en excuse, qui avaient choisi de soutenir Bertrand Delanoë, ont décidé de soutenir, mais spontanément, dimanche après-midi, sans coup de fil de Lionel Jospin ou de Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry. Oui, bien sûr, ça donne une dynamique. Et je pense qu'il y aura d'autres soutiens qui apparaîtront encore. Vous n'êtes pas le changement, alors vous n'êtes pas le renouveau. Non, mais juste, j'en ai marre, franchement, d'une chose que je vois pas en quoi la voix d'un militant des Bouches-du-Rhône ou de Marseille vaudrait moins que la voix d'un militant du Nord ou du Pas-de-Calais. Renouvellement. Il faut jamais donner de leçons en politique. C'est pas une question de leçons, Marie-Pierre, c'est une question d'honnêteté et de sincérité. Il n'y a pas eu, et on l'a vu dans la commission des résolutions, on a assisté à un débat d'une mauvaise foi extraordinaire. Et juste un mot quand même sur les appels et les consignes des élus. Moi, je crois que les militants sont libres. Oui. Donc c'est eux qui ont la main jeudi. Et je suis assez confiante parce qu'on a vu déjà dans le vote précédent qu'il y avait une majorité d'élus qui appelaient à voter pour Bertrand Delanoë. Et finalement, vous voyez, c'est nous qui sommes arrivés en tête. Stéphane Rozès est avec nous, directeur de l'Institut CSA. Bonsoir. Un commentaire d'abord sur ces suites du congrès de Reims. On reste dans la même teneur. Oui, disons que derrière les positions assez tranchées sur les personnes, il y a des enjeux lourds et d'un certain point de vue, le fait que ça soit les militants qui tranchent n'est pas illégitime. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'opinion a du mal à comprendre pourquoi se réunir pour que finalement on en repasse par les militants. Mais en même temps, très certainement qu'à l'issue de ce vote, il y aura eu un parti qui aura pu se dire dans ses profondeurs, nous avons choisi, nous, notre destin. Et trop souvent, dans les congrès du Parti socialiste, on a reproché qu'en une nuit se scellent des accords qui ne correspondaient pas, comme ici autour de cette table, à ce qu'avait été le débat des militants. Là, les militants, jusqu'au bout, vont pouvoir trancher parce que, de facto, derrière, au-delà des questions de personnes, je crois qu'il y a une clarification sur la question du rapport du Parti socialiste avec les institutions de la Ve République. En un mot, le Parti socialiste avait toujours accepté la lettre. Oui. Il avait été des alternances dès que c'était possible, mais sans en accepter véritablement l'esprit. Et derrière la question du renouvellement du Parti socialiste, porté par Ségolène Royal, ou en tout cas que souhaite porter Ségolène Royal, il y a très certainement une adaptation du Parti socialiste aux institutions de la Ve République. Est-ce que vous avez un pronostic sur le vote de jeudi? Écoutez, un observateur extérieur. Si j'avais un pronostic, on m'interroge. Oui, le pronostic, ça va être justement cette clarification. C'est-à-dire qu'arithmétiquement, c'est Delanoë qui détient, plutôt pas Delanoë, les militants qui se sont retrouvés derrière Bertrand Delanoë qui détiennent les clés. Alors, Delphine Batho a raison. Sur le fond politique, par exemple, on l'a entendu dans votre reportage, sur le fond politique, il n'est pas très évident de voir les différences entre Bertrand Delanoë et Ségolène Royal quant aux propositions au pays, et même quant au style.
Par contre, très certainement que sur la conception du Parti socialiste, il y a des tensions. Et on va voir finalement ce que vont faire les militants qui s'étaient portés sur Bertrand Delanoë. Est-ce qu'ils vont être plus sensibles à la question du contenu apporté au pays ou à la question de la nature du Parti socialiste? Est-ce qu'on en reste à ses fondamentaux habituels ou bien est-ce qu'on s'adapte aux institutions? La grande inconnue, c'est aussi l'abstention qui était très très forte lors du précédent scrutin interne. Une question, Stéphane Rosès, quels sont les effets escomptés de ce spectacle, ce massacre de Reims, pour reprendre l'expression en vogue dans la presse ce matin, sur l'opinion publique? Eh bien, j'hésite entre toutes les cartes sont redistribuées et puis ce que l'on constate quand on demande aux Français de revoter quand une élection a été invalidée. Si c'est invalidation, c'est avantage Ségolène Royal, les militants de se dire mais finalement il y avait une motion en tête, il faut y aller, ou bien le spectacle de la question du Congrès donne à voir différemment les choses. Et là, il y a une redistribution des cartes. Et la chose décisive derrière, c'est évidemment, est-ce qu'il y a un axe face à Ségolène Royal qui se constitue? Et puis surtout, l'autonomie des militants. N'oubliez pas que dans les précédents votes, le tsunami royal à la présidentielle et même la victoire de Jospin sur Emmanuelli montrait que les militants, finalement, avaient relativement leur autonomie, même si là où, ici ou là, lors du premier vote, d'ailleurs c'est assez réparti, les fédérations ont pu être donné le sentiment à travers des votes d'être un tout petit peu tenues par des hégémonies. Une dernière question, à qui peut profiter ou à qui profite déjà peut-être l'échec de Reims? On a dit le MoDem, l'Élysée, l'UMP. L'extrême gauche. Écoutez, je crois qu'apparemment, je pense qu'apparemment le Parti socialiste est la victime, Nicolas Sarkozy et Olivier Besancenot certainement, à terme le MoDem, mais d'un certain point de vue, tout dépend de la capacité de ceux qui sortiront majoritaires du vote de rassembler derrière. Tant le Congrès a été vif, mais je pense que d'un certain point de vue, la légitimité donnée par les militants en dépit des aigreurs devra quand même donner une légitimité en dépit de tout à la motion qui sortira vainqueur. Allez, on remercie Stéphane Rosès, merci, et Rémi Ferraud. Nous allons accueillir maintenant à votre place Liam Wannock, qui est soutien de Benoît Hamon, et Dominique Payet, porte-parole de l'UMP. Juste le temps d'écouter Jean-Pierre Bel, le patron des sénateurs socialistes. Lui a également été un soutien de Bertrand Delanoë. Est-ce qu'il le suit dans son ralliement à Martine Aubry? Eh bien, Thomas Raguet vient de lui poser la question. Dans la mesure où je ne fais pas son choix, je ne partage pas cette initiative qu'il vient de prendre. Voilà. Je crois que c'est clair, il faut le dire très tranquillement. Moi, je suis pour que nous ne donnions pas de consigne de vote. Et ne pas donner de consigne de vote, ça veut dire ne pas prononcer le nom d'un des trois candidats. C'est tout. Nous n'avons pas l'intention de peser sur la conscience des militants. Ils feront leur choix eux-mêmes en fonction de tout ce qu'ils savent du Congrès et des protagonistes. Pas de consigne de vote donc de la part de Jean-Pierre Bel. Liam Wannock, bonsoir. Est-ce que vous êtes satisfait d'entendre cette position après celle de Bertrand Delanoë en faveur de Martine Aubry? Écoutez, moi je ne veux pas ajouter de la confusion à la confusion. Je voudrais juste réagir à ce que disait Delphine tout à l'heure. Oui, il y aura un renouvellement dans ce parti après ces élections. Mais pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent bien l'enjeu de ce scrutin, toute la question est de savoir dans quel sens va se faire le renouvellement. Est-ce qu'il va se faire sur une ligne de centre-gauche, qui est celle grosso modo proposée par les démocrates italiens, ou est-ce qu'il va se faire sur un ancrage à gauche, avec une stratégie d'alliance appropriée, un programme approprié et un premier secrétaire approprié? Et le véritable débat, il est là, c'est que les Français veulent du changement. Il est souhaitable, je suis d'accord avec toi, qu'il y ait une nouvelle tête dans ce parti, mais centrons nous sur le véritable débat, qui est quelle politique on sert aux Français la prochaine fois. Est-ce qu'il s'agit de refaire la même chose qu'on a fait depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire essayer de nous adapter tant bien que mal au capitalisme financier qui aujourd'hui prend l'eau sans véritablement chercher de solutions alternatives, ou est-ce qu'il s'agit de proposer aujourd'hui un autre mode de régulation économique aux Français et commençons à y travailler avec de nouvelles têtes? Dominique Payet, en parlant du congrès de Reims, vous avez parlé du congrès du MoDem. Oui, parce que j'ai noté, en écoutant sur la chaîne parlementaire d'ailleurs, les débats, qu'il n'y avait au centre des préoccupations des présents à Reims qu'une seule question: que doit-on faire avec le MoDem? C'est à la fois surprenant et inquiétant.
surprenant parce que parmi les protagonistes qui se posaient ouvertement cette question, il y avait bien sûr Ségolène Royal qui ne fait pas mystère de sa volonté de s'allier au MoDem, et puis Madame Aubry qui défendait une ligne inverse alors même qu'à Lille, elle a fait alliance à la mairie avec des candidats du MoDem. Mais au-delà, ce qui, moi, m'a interpellé, c'est que ce parti, le Parti socialiste, qui cherche à être le leader de l'opposition dans ce pays, ne présentait aucune ligne politique particulière pour essayer de convaincre nos concitoyens à le rejoindre, mais se posait simplement la question de savoir avec quelle béquille il allait pouvoir marcher dans les prochains mois et les prochaines années pour, le cas échéant, ne pas trop s'éloigner du pouvoir. Est-ce que ça n'est pas dangereux pour vous aussi, à la majorité? C'est un aveu de faiblesse totale. Est-ce que c'est dangereux de ne pas avoir d'opposition crédible? On peut être amené à faire des bêtises ou à se diviser soi-même à l'UMP. Non, c'est regrettable pour deux raisons. D'abord parce que, effectivement, la démocratie a besoin d'une opposition constructive, c'est-à-dire qui propose un projet alternatif. Et en second lieu, et c'est la deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas priver les Français de choix. Nous n'avons pas peur de nous mesurer à l'opposition, bien au contraire. Mais pour que les Français mesurent combien ce que nous mettons en œuvre en termes de politique est positif, et notamment pour eux, il faut qu'ils puissent l'étalonner, le comparer à ce que pourraient proposer nos adversaires. Or, aujourd'hui, il n'y a rien, c'est le grand vide. Et évidemment, on a l'impression de jouer tout seul sur la scène politique. C'est sans doute, encore une fois, pour la démocratie, quelque chose qui n'est pas des plus parfaits. Dominique Payan, on l'a vu, c'est facile de railler le PS après ce congrès de Reims, mais est-ce que finalement vous ne reconnaissez pas que ce parti a un fonctionnement très démocratique, ce que nous disait tout à l'heure Stéphane Rosès, et c'est le dernier mot qui revient aux militants. Voilà pourquoi toute cette procédure est si longue et parfois confuse. Ça peut être une leçon pour d'autres Je ne le crois pas. Je pense que le PS vit encore sous une quatrième république. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas tiré les conclusions qui s'imposent de la cinquième et surtout du quinquennat. Nous avons besoin dans ce pays d'un dialogue direct entre, c'est vrai au niveau de nos institutions républicaines, un candidat et le peuple. Le peuple élit un président de la République pour 5 ans, c'est lui qui défend son programme. Eh bien, au sein des partis politiques, si vous voulez que ça fonctionne, nous l'avons nous éprouvé à l'UMP, il faut qu'il y ait que des candidats avec des programmes précis, les militants choisissent, et une fois que le choix est fait, on se range derrière le vainqueur. Qui vous inquiète le plus pour demain? Ségolène Royal, avec son rapport très particulier, avec l'opinion, Martine Aubry ou Benoît Hamon qui prône une gauche décomplexée? Écoutez, moi je crois que Benoît Hamon est sans doute le plus vieux des candidats, notamment dans sa tête et dans ses réflexes idéologiques. Pour le reste, que ce soit l'une ou l'autre, peu nous importe. L'essentiel, c'est que le Parti socialiste fasse un choix. Benoît Hamon a 4 ans de plus que Tony Blair quand il a pris le pouvoir. Dans sa tête, il a dit. Je dis dans sa tête. Je lui fais grâce de ses 41 ans, il n'y a pas de problème. Les idées de Tony Blair que Nicolas Sarkozy admire par ailleurs paraissent aujourd'hui un petit peu dépassées dans le monde qui est en train de changer à vitesse grand V. Et le seul qui, dans ce parti, a un petit peu anticipé la crise du capitalisme néolibéral, c'est Benoît Hamon, très précisément. Alors ensuite, pour vous répondre sur la Ve République, nous sommes de ceux qui pensons que la Ve République aujourd'hui a des travers un petit peu autoritariste, il n'y a pas de débat parlementaire, c'est le président de la République qui décide de tout. Nous proposons de sortir de la Ve République pour passer à une 6e République parlementaire, et nous proposons d'adapter le Parti socialiste à ce type de fonctionnement et de maintenir la proportionnelle dans le débat politique qui est le seul garant du débat d'idées. Alors c'est un petit peu dommage que justement on se polarise sur les questions de personnes. Le vrai débat, c'est est-ce que la ligne de centre-gauche que défend Delphine va passer, ou est-ce que nous recentrons le parti sur une vraie politique de gauche qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens. Écoutez, si le débat tel qu'il nous est présenté au Parti socialiste préfigure la 6e République que vous souhaitez mettre en œuvre, alors je vous en conjure, préservez les Français de cet écueil. On a une dérive 5e République, justement, c'est bien ça le problème aujourd'hui dans le Parti socialiste. Il reste Delphine Batho. Allez, très rapidement, d'abord il faut que Monsieur Payet profite bien de la dernière semaine là du Congrès socialiste, parce qu'après ça va, vous nous offrirez d'autres occasions, Delphine Batho, et vous aurez face à vous une force d'opposition et de proposition. Et ensuite, moi j'aime bien, mais les caricatures, ça suffit. Moi je suis pas de centre-gauche. Je suis de gauche. J'ai été engagée pendant très longtemps à l'aile gauche du Parti socialiste. Je pense que tu n'as pas un mot à enlever à l'intervention que j'ai prononcée à la tribune du Congrès sur la question salariale, par exemple. Ségolène Royal était contre les hausses de salaire. Il faut arrêter de vouloir habiller le tout sauf Ségolène d'une sorte de je sais pas comment dire, de Ségolène, on aurait passé un accord avant, sinon. Si vous voulez bien me laisser finir 2 contre 1, c'est sympa, mais
Nous, on porte un... Non, merci, surtout pas. Nous, on porte un projet pour le Parti socialiste avec des propositions précises sur la façon de faire changer ce parti. Et ce qui me frappe, c'est la façon dont les autres, et en particulier Benoît Hamon, avec qui il dirigerait le PS. Mais on vous écoute, on se dit avec que même après le vote de jeudi, le PS sera ingouvernable. Le PS restera ingouvernable. Pas du tout, parce que... Non, parce qu'il y a le vote des militants. Parce qu'on sait travailler comme ça. Il y a les oppositions de fond. Juste un mot, excusez-moi. De personne. Dire à quelque chose à Dominique Payet. Moi, je trouve toujours, mais il a été invité, il est venu, il a un commentaire à faire, mais bon, moi, avoir des commentaires. Si ma présence vous déplaît. Non, ce que je veux dire, c'est que je trouve toujours étonnant d'entendre des commentaires sur le système démocratique interne d'un parti, en l'occurrence le Parti socialiste, de la part d'un responsable de l'UMP. Parce que franchement, et là, je pense qu'on va tous être d'accord, on a travaillé, les militants se sont réunis pendant des semaines sur des textes qui disaient des choses de fond. Ensuite, il y a eu un congrès que tout le monde a vu à la télé, c'est formidable, je vois que vous avez adoré ça. Et ensuite, il va y avoir un vote jeudi, fin de l'histoire pour le moment. Eh bien, le jour où l'UMP pourra donner ce type de démonstration de fonctionnement démocratique, ce sera formidable. Mais on a un peu l'impression, aujourd'hui, mais je ne parle pas de la chaîne parlementaire, je demande de demander l'avis des militants et non pas simplement que ce parti soit inféodé à Nicolas Sarkozy. Madame de La Gontrie verra que le débat y est fort, que les élections sont ce qui compte et que chaque militant UMP, quel que soit son choix au moment des élections, se range derrière le verdict global. Enfin, vous avez tous raison, effectivement, de souligner l'importance de la chaîne parlementaire et Public Sénat en particulier pour montrer aux Français la vitalité du débat démocratique dans tous les partis. Allez, nous saurons travailler ensemble demain, nous l'avons toujours fait. Sur ce point, merci beaucoup d'avoir participé à cette édition du 18h. Dans un instant, Ensemble, le magazine de Caroline Deschamps. Et puis... à 18h45, il ne faut jurer de rien. Emmanuel Dancourt reçoit le père Alain de la Morandais, ancien aumônier du monde politique. Voilà. Certains se tournent vers l'église dans les périodes difficiles notamment. Bonsoir à tous.